Et elles ont occupé la Monnaie pour faire culture, pour rouvrir les lieux de culture, mais pas seulement. Pendant plus d'un mois, elles ont offert des tribunes publiques quotidiennes à des secteurs, des humains, des humaines qui n'avaient pas ou plus de place pour se faire entendre. Alors aujourd'hui, on connaît la date de réouverture de ces lieux de culture, mais pour les membres du collectif Bezette, la Monnaie occupée et tous les autres qui se sont impliqués, le combat se poursuit. La révolution est en marche et elles vont nous l'expliquer ce soir. Alors vous vous en doutez, une révolution alternative ne se fait pas sans bousculer les codes. La forme de cette émission risque de vous surprendre. Ça tombe bien, ça s'appelle Autrement. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bonsoir à nos invités. Oscar, bonsoir. Bonsoir. Astrid, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons une dessinatrice en plateau, une autre membre du collectif qui ne va pas parler mais qui va s'exprimer en dessinant, en peignant sur des feuilles blanches. Je vous laisse vous présenter, chers membres de la Monnaie Bezette, la Monnaie occupée. Merci déjà beaucoup de nous accueillir sur le plateau TV. Donc là, on est 3 membres du collectif Bezette, la Monnaie occupée, mais c'est un collectif qui regroupe une trentaine de jeunes travailleurs et travailleuses, étudiantes et étudiantes du secteur culturel, francophone comme néerlandophone. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé et pour retirer le fil de notre histoire, je vais essayer de remonter un peu dans le temps, au moment où ça a démarré. Je dirais que ça a démarré en hiver, fin de l'hiver 2021, qui était un hiver un peu particulier, puisque c'était un hiver particulièrement froid. Et je parle pas... Ce vortex. Je ne parle pas de la température extérieure, je parle du froid qu'on ressentait, seul derrière nos ordinateurs à attendre le prochain Codeco. Je parle de la froideur des chiffres, des statistiques derrière lesquelles se montrait la mort omniprésente pendant cette crise. Je parle du froid que j'ai ressenti pendant 1 an maintenant. Je parle du froid de cette narration que nous faisait le gouvernement, cette narration qui, en fait, peut-être, je ne sais pas, elle ressemblait un peu, je dirais comme ça, qu'elle ressemblait à une énorme plaque de verglas, cette narration, univoque, froide, blanche, terriblement blanche, cette narration. Je dirais que cette narration était comme une chape de glace sur d'autres histoires, une histoire qui venait s'imposer comme ça, au centre de nos histoires. Et on glissait sur cette narration, on glissait sur cette histoire et on se cassait les dents. Voilà ce qu'on faisait, en fait, tout simplement. Sauf qu'à force de tomber sur cette plaque de verglas, qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à la fissurer. Et c'est ça qu'on a ressenti à la fin de l'hiver passé. On a senti que cette plaque de verglas se fissurait de partout. Il y avait d'autres histoires qui venaient s'écrire à l'intérieur des fissures. Il y avait Still Standing for Culture, il y avait Nos Cultures, Nos Futurs, il y avait Switch Culture On, mais il n'y avait pas que la culture. Il y avait aussi l'Union des sans-papiers pour la régularisation, les travailleurs et travailleuses du sexe, il y avait les militantes et militantes pour le climat, il y avait Black Lives Matter, il y avait tous ces mouvements qui sont tellement importants et qui venaient raconter d'autres histoires que celles que nous assénait le gouvernement à coups de chiffres et de statistiques. Donc voilà, je dirais que comment ça a commencé entre nous, c'est entre ces fissures et c'est par des rencontres avec notamment grâce à l'occupation du Théâtre National qui était une fissure de plus et qui nous a permis de nous rencontrer et de décider ensemble qu'il n'était simplement plus possible d'accepter d'écouter constamment cette histoire que nous faisait le gouvernement et qu'il était urgent de raconter d'autres récits, de porter les voix des personnes qui étaient invisibilisés durant cette crise. Donc c'est comme ça que notre aventure a commencé, qu'on a décidé quelque chose d'assez incroyable, on a décidé d'occuper le Théâtre Royal de la Monnaie. Ouais. Et là, c'est une saga qui commence, quoi. Mais vraiment une saga avec... Vous n'étiez pas forcément soutenu, déjà. Non, on n'était pas vraiment soutenu. Et alors, c'était très underground. Donc, il y avait des messages secrets, etc. On se donnait rendez-vous dans les cages. C'était à l'époque encore où il y avait cette chape, le lockdown party, etc. Tout était interdit. Tout ça. Exactement. Et on était là et on se retrouvait. Il y avait ce groupe, ce collectif qui s'entendait. On se connaissait pas d'avant, mais on avait une même ligne de fond, d'une certaine manière. On sentait qu'il fallait changer les choses. Et donc, on se retrouvait et on commençait un peu à fomenter cette révolution. En tout cas, on avait ce sentiment-là qui était assez incroyable. Et on voulait faire entendre des revendications qui partaient du secteur culturel, mais évidemment qui allaient à s'élargir
beaucoup plus parce que cette crise du Covid avait amplifié des dynamiques sociales qui étaient déjà présentes bien avant. Et donc ce qu'on voulait, c'était interpeller ce gouvernement fédéral qui était responsable de la gestion de la crise. Alors on se demandait, ok, comment est-ce qu'on va occuper cette monnaie qui est un bâtiment fédéral. Un lieu culturel fédéral, il y en a peu et il y en a, voilà. Exactement, il y a le Beaux-Arts et l'Orchestre Royal de Belgique, mais il y a peu d'institutions culturelles fédérales. Et puis aussi la monnaie, c'est l'endroit duquel est partie la révolution de 1830. Alors évidemment, c'était un lieu symbolique, mais ce qu'on voulait, c'était les interpeller De Croo, Van den Broek, Wilmès, toutes ces figures véritablement qui étaient en train de nous faire vivre ça. Après, il y a un moment, ça doit devenir concret. Donc là, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc on se disait, ok, est-ce qu'on va rentrer avec un bélier? Est-ce qu'on va rentrer avec un cheval de Troie, avec un serrurier, un truc? Alors bon, on s'est dit que peut-être ce qu'on pouvait commencer par faire, c'était négocier avec le directeur du Théâtre Royal de la Monnaie. Malheureusement, le directeur était tombé d'une échelle et était à l'hôpital. Donc on a discuté avec le directeur des ressources humaines, monsieur Eddy Ballot, absolument. Mais voici la première chose que M. Eddy Ballot nous a dite. Il est hors de question que vous mettiez un pied sur le marbre du hall d'entrée du Théâtre Royal de la Monnaie. Qu'à cela ne tienne, on a décidé de s'entourer. Donc, comme tu le disais, on avait peu de soutien jusque-là, mais là, on a contacté les fédérations du secteur culturel, on a contacté les syndicats qui nous ont soutenus et avec lesquels on est revenu à la négociation avec M. Eddy Ballot. Et voici comment les choses ont tourné. Pour avoir du poids, il faut ces gens-là aussi. Personnes, puisqu'on a besoin d'être représentatif du secteur et pas simplement des personnes individuelles. Donc, c'était l'importance de cette présence-là. Bon, voilà, j'ai lu vos revendications. Nous avons lu vos revendications et je dois dire que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, il faut sauver ce secteur culturel que le gouvernement ignore depuis trop longtemps maintenant. Donc, nous sommes ensemble, nous pouvons nous comprendre. Et donc, à l'occupation de la monnaie, je dirais oui, mais à quelques conditions tout de même. La première serait évidemment que cette occupation, c'est un soutien du secteur culturel par le secteur culturel. Il ne s'agit pas ici de mêler d'autres luttes qui sont peut-être importantes pour la société, les sans-abri, les sans-papiers. Ça doit rester culturel. Ce n'était simplement pas entendable pour nous, donc on a accepté d'occuper le Théâtre Royal de la Monnaie et surtout on a organisé une tribune quotidienne. L'important c'était que tous les jours se tienne sur la place de la Monnaie une tribune publique où viennent s'exprimer justement tous les secteurs précarisés, toutes les personnes invisibilisées, négligées par la gestion de la crise. Et donc cette tentative qu'on a faite d'amplifier les voix muettes, amplifier les voix invisibilisées par la gestion de la crise. Et nous sommes le 3 avril. La première tribune a lieu, il y a une communication évidemment, et puis, surprise ou pas pour vous, je ne sais pas, il y a du monde sur la place, il y a des gens qui ont envie d'entendre. Je vous propose de revivre ces moments en un instant. Ok, ça suffit, on arrête là. Les amis, the Munt is beset. La monnaie est occupée. On vous voit, on vous reconnaît sur ces images, deux des visages du collectif Beuzette. On va rejouer aussi ces moments-là, ces tribunes quotidiennes de ce mois-là. Astrid, c'est parti, on peut y aller. Présentez-nous une des tribunes, un des petits moments de tribune qu'on pouvait voir sur ce lieu. Alors moi, je suis ravie, mais vraiment ravie de pouvoir accueillir ici aujourd'hui Assia qui vient nous parler au nom des sans-papiers qui revendiquent la régularisation. Merci mille fois d'être là, Assia. Merci beaucoup. Bonjour, merci à vous de nous avoir donné cette occasion pour s'exprimer pour les sans-papiers. Nous, on a fait plusieurs actions, plusieurs manifestations, mais la politique ne nous a pas écoutés, le gouvernement est toujours aveugle. Alors on a décidé de faire ces occupations, plusieurs lieux. On a fait la première occupation à Béguinage,
la deuxième ULB, troisième VUB, il y a aussi la quatrième occupation. Toujours il n'y a pas de réponse. Alors nous, ce qu'on demande, c'est pas un acte de charité. Si on a fait cette action, c'est pour dire, on demande une solution. Une solution, embaucher ces personnes qui sont déjà sur le territoire belge, donnez-leur l'occasion de participer ou un démarrage d'une économie meilleure. Nous, malgré notre situation irrégulière, mais on est là, on travaille, on exerce des emplois, on participe à la création de la richesse. Pendant la pandémie, on a continué à travailler, on a pris des risques sanitaires, on a continué à faire fonctionner l'économie parce qu'on n'a pas une protection sanitaire, mais on a continué à le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande une régularisation pour pouvoir combattre nos droits comme les autres travailleurs. C'est ce qu'on demande. Une seule solution, c'est la régularisation de tout le monde. Et je tiens à remercier aussi les artistes qu'on a toujours... depuis le début de l'occupation, on a travaillé avec ces merveilleux artistes qui nous ont donné de la force. Ils nous ont soutenus jusqu'ici, après 100 jours. Ça fait après 100 jours et plus, mais on continue à résister et on va être forte. Il y a les femmes et les hommes, mais surtout les femmes. Les femmes ils ont des enfants scolarisés, ils ont peur pour leurs enfants. Les femmes ils sont agressées par les employeurs. Et ils n'ont pas le droit d'aller aux autorités pour demander de l'aide parce qu'ils ont peur des autorités, ils ont peur d'être dans un centre fermé. C'est pour ça qu'on vous demande, alors venez nous soutenir, venez nous voir à Béguinage. Comme ça, on a besoin de l'opinion publique. La politique, elle a été méchante avec nous. Et jusqu'à maintenant, dans un pays de droit, la Belgique, il y a des personnes qu'on appelle des personnes illégales. On ne peut pas, vraiment, c'est insensé. Alors c'est pour ça qu'on a fait cette occupation. Et merci. Mille merci Assia, mille merci. Et maintenant j'ai envie de vous présenter Chinese. Chinese, merci d'être là. Merci Astrid, merci la BZ, merci BX1. On fait culture, et ça c'est politique. Préférais qu'on soit des amuseurs. Pas de bol, on va faire autrement. Yeah. Chinese. Monsieur, dame, c'est à votre bon cœur. Une petite pièce ou une grosse, un billet ou une clope, s'il vous plaît. Un petit geste pour que je supporte. Combien comme moi meurent chaque hiver, coup du sort. On avait un petit squat, mais les flics nous ont vite fait foutu dehors. Ce soir, ce sera la belle étoile. Mon clé barré de la bière, j'ai que ça pour lutter contre le froid et pour noyer mon désespoir. Aux yeux des gens respectables, on est des crasses, des épaves, des braves et sales, bref, la misère qu'ils détestent voir. Ils me jugent, disent que je pue. Pour m'en sortir, suffit que je me bouge le cul, mes fils de pute. Je sais pas quoi dire de plus, je vous le jure. Je fais pas ça par plaisir, non. Pour tenir tous les jours, je lutte. Je m'en dis pour bouffer, que faire d'autre voulez-vous que je me tue? Que je me jette sous le métro, ou peut-être que je me laisse mourir, non. Je te le dis direct, t'oublies. Je préfère me battre et souffrir. Je te le dis direct, t'oublies. Je préfère me battre et souffrir. J'avais une femme belle et une gentille princesse. Elles sont parties, ouais, je sais que c'est de ma faute et je suis sincère. On pouvait pas rester sur le même bateau, non. J'avais plus de taf, merde, et puis toujours envie d'un verre. Trop bourré pour être un bon mari, alors que dire d'un père? Je leur ai mené un train de vie infect, incompatible avec ceux qui étaient dignes d'elle. Y'avait pas le choix à mon avis, moi je le referais quoi comme avenir. À part une vie de merde, ça doit faire 10 ans à l'époque. La petite en avait 4 je crois. J'espère qu'elle est la plus forte à l'école, qu'elle se rappelle pas de moi. Je suis pas parano, mais j'avoue des fois ça me trotte. Ouais jaloux je me dis sûrement qu'elle en appelle papa un autre. Et le pire c'est que c'est mieux, ouais, sa mère m'aimait sérieux. Mais moi j'ai fait remplir de peur et de tristesse ses yeux. Si je vous dis ça c'est que je veux pas qu'on me blesse, je sais que j'ai mes torts. J'ai perdu tout ce que j'aimais tant, mais je tâche de rester fort. Au début j'ai songé précipiter l'avenue de la mort. Du quai j'ai fixé les rails et attendu le train. Et puis j'ai pas pu, non, j'ai pas eu la force. Je suis tombé dans la drogue, les fixe les rails, ça m'a rendu gueudin. L'année suivante c'était la rue, résultat d'un long dérapage. J'ai plus la foi, désarroi, masqué par les abus. Aux abois, j'ai la dalle, j'ai pas de thune mais c'est pas grave. Cherche d'abord de quoi boire, ou m'embrumer la vue.
45 piges, premier coup d'œil, tu m'en donnerais 60 photos. Ma vie tient qu'à un fil, moi, j'ai pas de projet, j'attends Godot. Des fois je me demande si j'appartiens encore à l'humanité. Aux yeux des autres, je crois que c'est clair, j'ai plus du canidé. D'ailleurs, je suis pas seul, non. Moi j'ai un ami, c'est mon kleps. J'en avais un autre, c'était son maître, mais la drogue nous l'a enlevé. Il m'a suivi, et depuis, on partage pitance et sommeil. On s'aime, on cède, les nuits on serre pour résister au gel. Merci. Merci Chinese, donc rappeur bruxellois que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes aussi et sur les réseaux sociaux. Ça sert à ça, les tribunes de la monnaie, à faire connaître des artistes qui n'avaient plus de lieu, Astrid. Alors il nous reste 10 petites minutes pour terminer cette émission. Quel récit vous avez encore envie de nous raconter de votre occupation et puis surtout de ce que vous avez envie de faire plus tard? Je vous laisse la parole. Oui, on a envie de dire que ce que Chinese vient de dire, c'est-à-dire que faire culture, c'est faire politique. Là, en tout cas, dans ce contexte-là, on peut le dire, puisque la musique, telle qu'on vient de l'entendre là, par moments, c'était interdit. On était interrompus. On nous a coupé. Interdit de danser. Interdit de danser, interdit aussi d'amplifier les voix, littéralement, puisque la police est venue nous saisir le matériel technique. On va voir des photos de ça. C'était lors du début. Ça faisait une semaine peut-être que vous faisiez des tribunes. Ça faisait 2 semaines. Une semaine qu'on faisait des tribunes. Il y avait toujours un petit commissaire qui était là dans le coin, qui faisait médiateur, qui venait ici. Moi, je faisais contact police et il était posé sur le bord de mon oreille. Il me dit bon là. Donc c'était organisé le contact avec la police. C'est comme ça que ça se passe quand on fait aussi une occupation comme ça. Oui, mais il a fallu toujours être dans un rapport de force et montrer que c'était possible. Et finalement, ce qu'on a réussi à faire, c'est oser rester. Il y avait toutes des contraintes qui nous faisaient dire on va partir. Et puis en fait, on a à chaque fois osé rester. Et le 18 avril, la monnaie nous a sommé de quitter les lieux, mais le 18 avril, on s'est rendu compte qu'on devait rester, on ne pouvait pas s'en aller, parce que c'était pas seulement, c'était pas assez d'inviter ces gens, il y en avait encore tellement d'autres, nos revendications n'avaient pas été entendues. C'était simple, on avait 2 ambitions, c'était faire entendre des voix et obtenir l'attention du gouvernement. On n'avait pas eu de rendez-vous avec le gouvernement et on n'avait pas fini de faire entendre ces voix. Donc on devait rester. Et c'est comme ça que des occupants, on a organisé notre dernière tribune, sauf qu'à la fin de cette dernière tribune, alors que la monnaie nous a coupé le son, nous avons décidé d'occuper la monnaie pour une 2e fois. Des personnes du collectif sont montées aux fenêtres de la monnaie, des oiseaux sont apparus, des banderoles sont descendues disant « Libre, les oiseaux volent ». Et nous avons demandé, j'ai fait un discours devant la monnaie sans micro pour demander au public de venir participer à cette action et de s'asseoir pacifiquement devant les portes pour ralentir en tout cas que les artistes à l'intérieur soient sortis par la police. C'était assez impressionnant, je pense, Oscar. Ouais, c'était assez impressionnant. Juste avec ceci, il y avait moyen de fédérer. C'était un petit baffle. Il y avait des centaines, des milliers de personnes qui étaient là à soutenir ce lien social, en fait, fondamentalement. Il y avait ce cordon bleu de police. Et on a obtenu, avec les négociations, la chose la plus importante, c'était de continuer ces tribunes. On a obtenu une rencontre avec Sophie Wilmès et avec Frank Vandenbroek. Et on a reçu un cadeau de Sophie Wilmès et Frank Vandenbroek. Ce cadeau, il était posé le 1er mai au milieu de la place de la Monnaie. C'était une gigantesque poubelle de 4 mètres de haut, une grande poubelle en bois. On va voir des images aussi de ce moment-là, du moment de la poubelle. Alors on est le 1er mai, vous ramenez cette poubelle à la Monnaie devant tout le monde, dans le public, cette immense poubelle, on la voit là. Oui. Je vous laisse continuer. Et en fait, on avait besoin de remercier évidemment Sophie Wilmès et M. Frank Vandenbroek d'avoir cassé leur tirelire et de nous avoir offert cette grande poubelle. On avait aussi envie de remercier le grand éboueur en chef, M. Alexander Decroix, qui nous avait enseigné gentiment, poliment, le tri sélectif. Et nous, en Belgique, on est très attentifs au tri sélectif. Donc on a essayé de respecter ce tri avec des critères bien clairs, essentiels, non essentiels. Présentiel, digital. Responsable, irresponsable. Et on a commencé à jeter dans la grande poubelle que le gouvernement nous avait offerte, on a commencé à jeter ce qu'il nous demandait de jeter. On a jeté les tapes dans le dos pour dire courage, on a jeté, vous vous souvenez de ça, on a jeté les poignées de main pour dire on est ensemble, on a jeté les après-midi avec nos grands-parents. Vous vous souvenez de ce moment où on s'est dit non, je n'irai pas voir mes grands-parents. Et d'ailleurs, on a jeté nos grands-parents, On a jeté nos grands-parents dans la poubelle du gouvernement, ils étaient là tout seuls au fond. Et puis on s'est mis à jeter aussi les plus précaires d'entre nous. On les a jetés dans la poubelle du gouvernement.
ils étaient là. Et puis finalement, on a compris, je pense, le message du gouvernement, c'est-à-dire qu'on était des déchets. Alors on s'est jeté nous-mêmes, on s'est jeté dans la poubelle du gouvernement. Et on était là au fond en train de croupir et on s'est dit, tiens, c'est marrant parce qu'on n'est pas, nous, des déchets avec des emballages et du plastique. Alors quand ils nous ont demandé de nous recycler, on ne savait pas quoi faire. Nous, vous voyez, nous, on est des déchets organiques. Alors c'est peut-être pour ça qu'est sorti de cette poubelle, et ça c'est vrai, vous le voyez là sur les photos, c'est vrai. C'est vrai, il y a un oracle qui est sorti de cette poubelle, il y a un oracle qui est sorti et qui nous a donné une mission. Ben voilà, donc oui, être oracle, c'est pas si facile. Je veux dire, c'est une carrière très difficile. Et je suis sorti la dernière fois que j'étais sorti avant, c'était en 1830. J'étais sorti là en 1830 parce qu'il y avait aussi sur la place de la Monnaie quelque chose de similaire. Il y avait des ouvriers, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait un élan. C'était là qu'il y avait le vrai opéra des sans-voix. Et alors j'étais sorti, j'avais fait une prophétie simple. J'avais dit, l'union fait la force. Bon. Le problème, c'est qu'après, il y a des gros monsieur avec des chapeaux qui sont arrivés et ils ont volé. Ils ont confisqué cette révolution de 1830. Ils ont fait un parlement élitaire avec des élections au suffrage censitaire, etc., etc., etc. Et voilà, j'ai fait 190 années de dépression, mais là, je sentais qu'il y avait quelque chose. La place de la Monnaie, le 1er mai, avec Bezet, la Monnaie occupée, je me suis dit, il y a un élan, un envol. Et je suis sorti et j'ai dit, il faut herspel la révolution, rejouer, pour changer le cours du récit. Alors voilà, il y a un oracle qui nous a donné une mission. Il nous reste 2 minutes pour raconter c'est quoi cette révolution. Alors cette révolution, il faut qu'on revienne en arrière, qu'on se réapproprie notre mémoire, cette mémoire de la fête nationale du 21 juillet, de l'Union fait la force. C'est un vaste mensonge. Cette révolution a été confisquée par la bourgeoisie. Et aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est de rejouer cette révolution et de la déjouer, c'est-à-dire de changer le cours du récit. Alors pour ça, on va organiser... En fait, ce qui est important dans une révolution, c'est le nombre. Donc, il faut qu'on se rassemble. C'est ça l'important. Et d'ailleurs, on a senti, à ce moment-là, sur la place, on a senti que quelque chose bouillonnait et on a organisé l'union des sans-voix. L'union des sans-voix sur cette place de la Monnaie. Et on va re-rencontrer tous ces collectifs. On va faire pour co-créer des actions chaque samedi, où chaque samedi on va co-créer avec ces collectifs qui ne sont pas assez écoutés. On va créer des images politico-poétiques dans l'espace public pour troubler la pensée dominante et ensemble on va aller jusqu'au 21 juillet pour proposer une autre société avec un grand moment paroxystique ce 21 juillet. La défaite nationale. Voilà. Le rendez-vous est donné le 21 juillet. Alors parmi tous ces collectifs, ces collectives, il y a tous ceux qu'on est en train d'écrire sur cette table. Voilà, je lis La Fronde, je lis le trio de Schubert, La famille d'Adil. Il y en a des centaines. C'est pour ça qu'ils sont écrits. Je ne sais pas si vous avez bien pu le voir pendant l'émission. Ils font partie, on ne peut pas tous les citer. Je pense que c'est pour ça que vous avez décidé de les écrire ce soir avec nous. Mais donc vous êtes soutenus, Astrid, Oscar. Vous sentez que cette révolution, ça va marcher. C'est parce que vous avez senti qu'il s'est passé quelque chose pendant votre occupation qu'il faut continuer. Il faut garder cette énergie. C'est bien simple pour moi. S'il y a un moment où ça arrive, c'est maintenant. C'est la première crise d'une longue période dans laquelle nous allons vivre certainement d'autres crises. C'est le moment où on ne peut pas laisser le standard baisser. Donc il y a une sensation d'urgence et cette urgence, il faut la saisir. Cette urgence, il faut la saisir aussi parce que nous avons bien compris que le gros bouton rouge sur lequel on pouvait appuyer pour arrêter tout un tas de choses qui se déroulent en ce moment et qui sont absolument néfastes pour l'écologie, absolument néfastes pour les liens sociaux, etc. Il y a un gros bouton rouge et l'alerte est lancée. Il va falloir faire quelque chose. Voilà, sur cette émission. Merci d'avoir innové aussi sur la forme dans cette émission. On arrive à sa fin, malheureusement. On a peu de temps, mais tout ce que fait le collectif Bezet, la Monnaie occupée, se poursuit dans la rue, dans des tribunes, devant la Monnaie ou ailleurs. Se poursuit aussi sur Facebook, si vous voulez aller les suivre, savoir ce qui s'y passe. Si vous êtes encore un peu frileux ou frileuse à l'idée de les rejoindre, ou pourquoi pas. Mais ça fait partie des alternatives bruxelloises, des alternatives belges à la culture, aux politiques, au reste, et c'est pour ça qu'on vous les présente dans cette émission autrement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro.